Je suis ravi d'accueillir Grégory Gavant qui va nous parler de cette expérience de résolution de problème. Merci Grégory. Donc rapidement, donc, je suis Grégory Verdon, j'ai une société qui s'appelle Soditel, qui est basée juste à 2 pas d'ici, à Pessac. C'est une entreprise qui a été créée en 79 par mon papa, entreprise donc familiale, et nous sommes ce qu'on appelle intégrateur de solutions courant fort et courant faible. Concrètement, on installe des solutions d'électricité dans des bâtiments, principalement des bâtiments d'habitation. Donc c'est pas du tout de l'industrie comme Cécile nous l'a expliqué tout à l'heure, mais plutôt du service. Et on déploie en fait des techniciens qui vont intervenir sur 3 axes, du SAV, de la rénovation et du chantier neuf. Voilà. Donc on a 38 salariés aujourd'hui. La particularité, c'est qu'on a des techniciens qui sont itinérants, donc on ne voit pratiquement jamais dans nos locaux, et je vais vous expliquer après pourquoi ça a un impact. Et puis on a aussi un réseau de 32 partenaires nationaux qui nous permettent d'intervenir en fait sur des problématiques de SAV nationales, et notamment pour plusieurs opérateurs de télévision. Voilà. Donc, avant de démarrer quoi que ce soit, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais amorcé cette démarche Lean en tant que dirigeant. Alors, c'est très simple. En 2010, j'ai eu une de mes collaboratrices proches qui est partie en congé maternité, et à ce moment-là, on a eu un gros marché avec un opérateur qui s'appelait Canal+. Et on installait en fait dans des hôtels un certain type de matériel. On installait dans tous les hôtels de la Gironde et de la région Aquitaine du matériel dans les hôtels. Et puis, donc, c'était un gros marché avec un déploiement, etc., toute une organisation qu'on avait mis en place. Et je me retrouve pour faire le point et la clôture de ce marché à Paris chez Canal+. Je suis avec mes confrères d'autres régions, on discute de chiffre d'affaires, de ce que ça a généré en termes de business sur chacune de nos entreprises, on compare nos chiffres. Et je me rends compte qu'il manque dans mon chiffre comptable chez Soditel un bon morceau, 30 000 euros. Et donc j'essaie de comprendre, etc. Je rentre au bureau le lendemain, je fouille et je me rends compte en fait qu'il y a une pile de factures qui n'a pas été établie. Donc on a 30 000 euros de factures qui sont restés dans un placard et qui n'est jamais sorti de l'entreprise. Donc à ce moment-là, j'étais dans un mode un peu tayloriste, donc je décide de mettre en place des process de qualité. Donc on met un mur à gauche, un mur à droite, et on demande aux gens, les uns derrière les autres, de prendre, de faire des actions, etc., etc. Donc ça n'a pas forcément amélioré grand-chose dans l'entreprise. Hein. J'ai demandé aux gens de ne plus réfléchir. Je leur ai demandé d'appliquer les consignes que j'avais mis en place pour résoudre ces différents problèmes. Et puis comme je n'en avais pas assez, j'ai décidé d'investir dans un CRM. J'ai mis 80 000 euros sur la table, ce qui était un chiffre énorme pour notre entreprise à l'époque, en me disant que puisqu'ils n'arrivent pas à le faire tout seuls, on va leur mettre des workflows avec des tâches les unes derrière les autres, etc., etc., qui va les driver, qui va les obliger à travailler de la bonne façon. Et là aussi, on a amélioré un peu la qualité, mais on avait beaucoup de problèmes sur les délais. Les gens, on n'allait pas assez vite, en tout cas pour satisfaire le client. Et j'ai une anecdote particulière là-dessus, c'est qu'un jour, je m'en vais avec mon épouse à Arcachon, on dort dans un hôtel, et puis on décide d'aller prendre un petit déjeuner dans un bar. On arrive au bar, et puis le serveur nous dit gentiment, voilà, vous avez 2 options, soit c'est 7 euros sans les viennoiseries, soit 9 euros avec les viennoiseries. Je dis, monsieur, je veux prendre un petit déjeuner à 9 euros avec les viennoiseries. Et là, il me dit, je suis désolé, je n'ai plus de viennoiseries. Donc je lui dis, écoutez, vous prenez 2 euros dans la caisse, il y a le pâtissier qui est en face, vous allez chercher un croissant, lui il est content, je suis content, vous êtes content, tout le monde est content, c'est génial. Et là le gars me dit, je suis désolé, le pâtissier en face n'est pas référencé comme fournisseur, on ne peut pas travailler avec lui. Voilà, et ce jour-là, je vous promets que c'est vrai, je fais une introspection et je me dis, putain, c'est exactement ce que j'ai mis en place dans ma boîte. Donc ça fait bouger pas mal de lignes chez moi, donc du coup, j'amorce une autre démarche là aussi. Et je rentre dans un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants à Bordeaux, où je rencontre des gens charmants, qui sont parmi nous d'ailleurs pour la plupart. Et je découvre avec mes mentors, à savoir Cyril Lannet et Christophe Riboulet, qui sont là et que vous aurez l'occasion de voir cet après-midi, le Lean. Donc il y a une prise de conscience, il y a un constat d'échec aussi, clairement. Hein, le fait de se dire que le mode de management que j'avais jusque-là n'était pas le bon, que ça n'avait amené à rien de concluant. Donc une volonté de changer de posture. Et remettre bien sûr le client au centre de tout, parce que jusque-là, le client, on l'avait un peu oublié en mettant ses barrières à droite et ses barrières à gauche. L'idée était de penser avant tout pour le client. Donc si je fais un timelapse, en 2014, donc j'intègre la commission agilité, c'est tous les mois en fait, on fait des visites inter-entreprises autour de la thématique du Lean. Donc j'intègre cette commission avec un animateur qui était Christophe et Cyril. L'étape suivante, c'est qu'on a décidé avec 2 dirigeants de se faire accompagner par Cécile Dijoux, que vous voyez en photo,
Et depuis 2017, j'ai aussi fait le choix de company manager pour passer une étape complémentaire. Donc je vais rapidement vous déployer les différentes actions qu'on a mis en place. C'est important parce qu'on les a mis en place sur plusieurs axes en fait. Donc on est une entreprise de service, je vous le rappelle. Mais l'idée, c'est qu'on ne s'est pas contenté de travailler sur la production pure, hein, c'est-à-dire nos techniciens qui interviennent sur le chantier. On a travaillé sur tous les services de l'entreprise, le premier étant le service commercial. Donc on a mis en place beaucoup de choses, mais surtout, ce qui est intéressant, et vous le voyez sur la partie droite, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une saisonnalité très précise en fait en termes de business. On travaille beaucoup pour les syndics de copropriété, et donc il y a des processus de décision, l'assemblée générale, etc. Et donc on a mis en place, vous le voyez sur la partie de gauche, tout un tas d'indicateurs visuels et beaucoup de management visuel pour amener des questions et amener des actions très précises à certains moments pour être le plus efficace en termes de transformation. Ensuite, on a eu un service sur lequel on avait aussi un gros sujet, c'est ce qui s'appelle l'administration des ventes. Ce sont les collaboratrices chez nous qui planifient les interventions et qui font en sorte que nos techniciens interviennent dans de bonnes conditions sur le terrain. Et donc là, on a travaillé sur deux axes, un axe qualité, un axe délai. On s'est rendu compte de trucs absolument hallucinants, et notamment on s'est mis à compter ce qu'on appelle les RE. C'est un terme chez nous qui est très intéressant, les RE. Concrètement, tous les verbes qui portent le préfixe RE, eh bien on les bannit, on essaie de comprendre pourquoi ça a merdé, et définitivement, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui a pu se passer. Et concrètement, on a calculé quels étaient les RE qu'on avait sur l'aspect technique, c'est-à-dire les techniciens qui ne pouvaient pas mener à bien leur mission, et quels étaient les RE qu'on avait sur la partie administrative. Et là, on s'est rendu compte d'un truc là aussi un peu bizarre, c'est que on avait des clients, en moyenne 50 par semaine, qui nous appelaient pour nous dire « j'ai pas reçu votre devis, j'ai pas reçu votre facture ». Donc c'était vraiment problématique parce que ça voulait dire qu'effectivement, ça c'était ceux qui nous appelaient, je précise, parce qu'il y en a plein qui nous appelaient pas. Donc on faisait plein de devis, plein de factures, mais les gens les recevaient pas en fait. Donc on s'est mis à compter, on en avait, je vous dis, entre 40 et 55 par semaine. Et puis en creusant un peu, parce que c'est devenu un sujet prioritaire, on s'est rendu compte que on avait en fait dans notre messagerie mail un paramètre DNS, alors là je vous parle en hébreu, mais pour ceux qui font un peu d'informatique, ils vont savoir ce que c'est. On avait un paramètre DNS qui faisait que nos mails étaient classés en spam par la plupart des messageries de nos clients. Ce qui veut dire qu'en fait on a envoyé des devis, mais personne ne les recevait jamais, quoi. Donc on a modifié ce paramètre, ça nous a pris 5 minutes, et depuis on a considérablement baissé cet indicateur, puisqu'en moyenne on est passé à 5 à 10, entre 5 et 10 demandes de devis à renvoyer par semaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, de 50 à 10, le gap est énorme, surtout que, hormis le fait que nos clients ne recevaient pas nos devis, ça générait bien sûr de la pollution pour nos collaboratrices qui passaient un temps fou à renvoyer ces éléments. Donc ça c'est un sujet intéressant, et puis après on a travaillé aussi sur les délais, l'idée étant de mettre en place un indicateur qui nous permet de voir quelle est la proportion de devis de SAV qu'on arrive à traiter dans la journée. Voilà, donc ça c'était un sujet, donc tous les jours elle travaille avec cet outil que vous voyez au milieu qui s'appelle un talk, qui est en fait un outil dans lequel on remonte les problèmes, on parle des problèmes, on essaie de le définir, puis on travaille sur la cause apparente et après la contre-mesure qui sont pu amener à leur niveau. Donc dès qu'il y a un problème dans l'entreprise, on travaille avec cet outil. La personne se lève et vient écrire en fait sur ce tableau ce qu'elle a rencontré et comment elle a pu réussir à en trouver une contre-mesure. La compta, ça c'est pareil, c'est clairement un sujet sur lequel je ne pensais pas qu'on allait avoir un gros impact, mais finalement c'est peut-être là où on a eu le plus de résultats. Concrètement, en décembre 2015, on fait un bilan comptable. On a beaucoup facturé en novembre-décembre 2015. Et le comptable nous alerte en nous disant « vous avez un souci de trésorerie quand même, il faut être vigilant. Il n'y a que 90 000 € de trésorerie sur la photographie du bilan. » Donc ça m'inquiète un peu quand même, parce que c'était pas forcément une situation normale chez nous. Et donc on met en place des grosses actions sur 2016, principalement des actions en ligne, qui nous permettent de remonter vous voyez, la trésorerie, aujourd'hui elle est à 400 000 €. Le contexte n'a pas vraiment changé, mais on a travaillé sur des échéances impayées, sur de l'argent que nous devaient nos clients depuis très longtemps. On a mis en place des actions très précises. Mais hormis ce gap de trésorerie qui est considérable, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a une collaboratrice qui s'appelle Valérie. Ce qui est particulier avec Valérie, c'est que c'est une collaboratrice, j'étais convaincu qu'on l'avait perdue, parce qu'on avait fait plein de réorganisations, plein de réaménagements de fonctions, etc. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Cécile, c'est que je pensais vraiment qu'elle allait nous quitter. Elle aussi, d'ailleurs, était convaincue de ça. Et puis finalement, en fait, on lui a demandé de se saisir du dossier des clients, de la relation client, comptable. Et à ma grande surprise, elle s'est révélée. Donc elle s'est révélée, elle a mis en place tout un tas de choses. Elle a pris un leadership absolument génial sur cette partie-là. Alors je vous donne un exemple concret.
on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui mettaient beaucoup de temps à nous payer, pour ne pas les citer, deux gros syndics de copropriété nationaux, et puis au lieu de se dire, eh bien, effectivement, ils nous emmerdent, ces clients, ils ne nous payent pas, on a commencé à essayer de comprendre pourquoi ils ne nous payaient pas. Et elle a mené une action très précise en allant rencontrer ces clients, en les questionnant, etc. Et on s'est rendu compte que, en fait, tout simplement, on n'adressait pas les factures au bon service. C'est-à-dire qu'au lieu d'adresser la facture au gestionnaire de ce syndic, on l'adressait au service comptable, et puis après, il y avait tout un méandre chez eux en interne, qui fait que la facture, elle passait à droite, à gauche, elle revenait à gauche, etc. Et ce qui fait qu'il y avait 4 semaines avant que le gestionnaire puisse apposer son visa et dire on paye. Donc elle a fait tout ce travail de déduction, et grâce à ça, aujourd'hui, on a bien sûr considérablement réduit ses échéances clients sur ces deux clients en particulier. Et c'est une nouvelle fois, c'est elle qui a mené toutes ces actions seule et qui s'est rendu compte de ces choses-là. Donc elle a pris vraiment ce leadership et elle a permis considérablement d'améliorer la trésorerie de la boîte. Alors les photos, j'ai demandé, je me suis permis de mettre des photos de mes collaborateurs parce que c'est important pour moi cette notion d'humain. Mais bien sûr, j'ai l'autorisation de parler d'eux et de les mettre en photo, de les publier en photo. On va aborder maintenant le sujet qui était la thématique de cette conférence. Et concrètement, je vais l'aborder sur un format que mon coach, mon sensei qui s'appelle Cécile, nous a expliqué, qui est un format qui s'appelle le PISCAR. Concrètement, on a un problème, on définit le problème, on part sur les impacts, le standard qui est mis en place à ce moment-là, les causes apparentes, et puis on travaille sur les actions qu'on a pu mener, les résultats, et enfin les enseignements. Donc, le problème qu'on avait sur ce service logistique, c'est qu'on avait beaucoup de retouches. En fait, concrètement, on avait beaucoup de retouches sur les approvisionnements des petits chantiers. Les techniciens partaient avec du matériel, mais très souvent, en fait, ils avaient soit des livraisons qui étaient incomplètes, soit des mauvaises références, ce qui générait beaucoup de problèmes. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Et la principale aussi difficulté, c'est qu'on avait beaucoup de problèmes pour écouter et pour recueillir du terrain les difficultés que rencontraient nos collaborateurs. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nos collaborateurs qui sont sur le terrain, mais ils sont dans des voitures, ils passent pas forcément toujours au bureau. Et concrètement, ils avaient beaucoup de difficultés pour nous remonter les problèmes qu'ils avaient dans leur journée, etc. Donc, c'était aussi un sujet. Les impacts, donc pour le collaborateur, c'était très angoissant parce qu'il pouvait jamais réaliser son intervention du premier coup. Il pouvait malheureusement pas livrer ce qu'attendait le client. Pour l'entreprise, ça nécessitait très souvent de recommander des produits qu'on n'avait pas imaginé dès le départ. Ça nécessitait aussi de modifier le planning parce qu'on avait calé une intervention et puis il fallait qu'on revienne une deuxième fois pour mener à bien notre commande client. Et pour le client, bien sûr, il était complètement insatisfait. Vous voyez, il est à droite sur la photo. Il était complètement insatisfait et puis ça générait aussi beaucoup de problèmes de vandalisme parce qu'on travaille dans des immeubles et on installe les systèmes de badge et quand on ouvre une porte pour mettre en place un système de badge et qu'on ne peut pas mener à bien notre mission et refermer la porte, ça veut dire que la porte reste ouverte et que potentiellement les gens peuvent venir saccager l'immeuble, etc. Donc ça a généré beaucoup d'incidents clients. Et concrètement, on avait un standard qui était en vigueur. Alors en haut, vous voyez, ça marche comme ça chez nous. On a une commande qui arrive qui est client. Ça part et c'est traité par le service ADV qui planifie cette intervention. Ensuite, on a la partie logistique qui approvisionne les produits. Puis le technicien qui intervient physiquement sur le terrain. Puis après, l'ADV de nouveau qui finalise et qui facture la prestation. Donc dans ce standard, vous voyez en bas, il y a 13 étapes, dont une qui était fondamentale, qui était la préparation du rôle concrètement. La personne au niveau du magasin et de la logistique et préparait le matériel et venait le positionner dans un rôle. Un rôle, c'est un chariot, comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, qui porte le nom du technicien. Et donc le technicien, il arrivait le matin, il ouvrait son chariot, il prenait le matériel, il partait. D'accord ? Donc ça, c'était effectivement le fonctionnement qu'on avait à l'époque. Les causes qu'on a imaginées dans ces problèmes qu'on avait rencontrés, c'est que il y avait plein d'hypothèses, mais les deux principales, c'était que les produits qu'on avait reçus n'étaient pas correctement mis à disposition des techniciens. En fait, tout simplement parce qu'on manipule des produits de petite taille et des produits de très grande taille. Et vous avez vu dans ces chariots que je vous ai montré en photo tout à l'heure, les produits de petite taille ça rentre, mais les produits de grande taille ça ne rentre pas. Donc en fait, le technicien était complètement perdu. Il savait pas où est-ce qu'il fallait qu'il récupère ses produits, etc. Donc ça avait un impact un peu embêtant. Et ensuite, il y avait aussi un sujet, c'est que quand on intervient sur du SAV, notre service planification modifie en permanence les plannings. C'est-à-dire que Michel, qui devait aller sur tel chantier, prenait la place de Joseph, qui Joseph allait à la place d'Alex, etc., etc., et ça bougeait en permanence. Et ça nécessitait pour la logistique de changer tout le matériel au quotidien d'un rôle à l'autre en fonction effectivement des réajustements de planning.
Donc c'était potentiellement source de problèmes. Concrètement, au niveau des actions qui ont été mises en place, cette action elle a été menée par un de nos managers avec ses collaborateurs. La première chose, c'est qu'il a voulu mettre en place un questionnaire de satisfaction interne. Quand on n'arrivait pas à recueillir en fait ce qui dysfonctionnait de la part des techniciens, il a mis en place un questionnaire de satisfaction interne. C'est quoi? Il a appelé tous les jours ses collaborateurs, ses collègues, à qui il livrait donc du matériel pour aller sur les chantiers. Il les a appelés pour leur dire voilà, je t'ai livré du matériel hier pour tel chantier, sur une note de 0 à 10, combien tu mets? Ben, je te mets 7. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse pour avoir 10? Ben, il aurait fallu que j'ai le carton, machin, etc., la référence d'elle que j'avais pas, etc. Et grâce à ça, en fait, on a pu remonter les dysfonctionnements qu'on avait dans l'entreprise, simplement par ce questionnaire très basique, qui prend 2 minutes à chaque collaborateur. Et donc ces incidents clients, dès qu'on avait une difficulté, un truc qui avait dysfonctionné, cette personne de la logistique se lève et va écrire effectivement sur le talk, le fameux tableau dont on parlait tout à l'heure, et bien qu'est-ce qu'il a eu comme difficulté, réfléchit à la contre-mesure qu'il peut y apporter. Derrière ça, il a mis en place aussi un document qui permet en fait de quantifier les différentes typologies de problèmes liés à sa mission, et notamment donc ces fameux incidents avec son client technicien. Et donc on a recensé effectivement sur une semaine, pendant plusieurs semaines, les différents problèmes qu'on avait. Et ça nous a permis effectivement de savoir que le principal problème qui émergeait à 50%, c'était qu'effectivement il manquait un ou plusieurs produits systématiquement dans le rôle du technicien. Donc il partait sur le terrain et il avait effectivement très souvent du matériel en moins que ce qu'il avait besoin. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, ce qui sortait à plus de 25%, c'était que le matériel n'était pas dans son rôle à lui. C'est-à-dire que je suis Michel, je dois aller faire une intervention, et en fait, le matériel dont j'ai besoin pour mon intervention, il est dans le rôle, dans le chariot de Alex ou de Pierre. Donc concrètement, on avait une zone de préparation, vous voyez sur la photo, quand le technicien, le magasinier recevait le matériel, il y avait un stock tampon à cet endroit-là, puis après il préparait ses commandes, il allait approvisionner ses rôles, ça nécessitait des manipulations diverses, en grande quantité. Donc ils ont réfléchi à des actions avec les techniciens, et ils ont mis en place en fait des cartons qui sont directement affectés à une commande client. Donc quand on reçoit les produits, on les affecte directement dans ce carton. Donc il n'y a plus les modifications en permanence d'un endroit à l'autre, etc. Les produits restent dans ce carton, ils ne sont plus affectés à un technicien, mais ils sont affectés en fait à un numéro. Vous voyez le numéro 25 par exemple pour ce carton, et on a mis en place aussi, ils ont mis en place une symbolique visuelle très précise avec un petit pouce levé. Et ce petit pouce levé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est prêt en fait dans le carton pour que le technicien puisse mener à bien sa mission. Ce qui n'était pas, alors c'est un truc tout con, tout basique, mais pour autant c'est du bon sens, et ça ne reste que du bon sens. Mais ce petit doigt levé, en fait, ça permet au technicien d'avoir la certitude que quand il part avec son carton, il a tout à l'intérieur. La petite icône que vous avez à côté, c'est qu'il y a ça le met en attention sur le fait qu'il y a des grandes longueurs qui sont à prendre. S'il y a toujours pareil la problématique des grands objets, ça l'alerte sur le fait qu'il a ces grands objets à prendre avec lui. Et ce qui était vachement intéressant, c'est que ce numéro 25 que vous voyez en dessous, en fait, aujourd'hui, quand les filles planifient l'intervention, elles ne disent plus je planifie à Michel, à René, etc., avec toutes les incessants changements dont je vous parlais tout à l'heure, mais elles disent je planifie aujourd'hui à Michel, le matériel est dans l'emplacement 25. Mais si demain, en fait, elle change, elle met plus Michel, elle met Pierre, le matériel reste à l'emplacement 25. Donc ça fait gagner un temps fou, en fait, à l'ensemble de nos collaborateurs. À l'inverse, une commande, vous voyez, comme ça, qui n'est pas honorée ou qui n'est pas terminée, et vous avez le pouce qui est marqué vers le bas, ce qui fait que ça alerte de suite le technicien sur le fait qu'il y a encore une action à mener sur ce carton avant de pouvoir partir sur le terrain, effectuer la prestation. Donc les résultats, on a divisé par 2 le nombre d'opérations de préparation. Donc en fait, on a compté en fait tout simplement le nombre d'opérations que faisait notre magasinier pour cette fonction. Il y en avait 7 avant, il y en a 3 aujourd'hui. Donc c'est tout con, mais malgré tout, ça lui fait gagner du temps, lui permettant d'agir sur d'autres sujets. Ensuite, on a travaillé sur l'autonomie technicien. Il a aussi mesuré qu'il était beaucoup sollicité par les techniciens en permanence le matin. Il est où mon matériel? Je comprends pas, j'ai pas le truc, j'ai pas le machin, etc., etc. On a divisé par 3 ce nombre de sollicitations. Concrètement, il les a comptés tout simplement. On est passé de 6 sollicitations avant à 2 après.
Et puis ça a amené aussi beaucoup plus de souplesse au niveau du service ADV pour bouger les affectations, ce que je vous expliquais, puisque quand on change de technicien aujourd'hui, ça n'a plus d'impact sur le positionnement du matériel. Et là, on voit, et ça c'est mesuré, alors un des préceptes du LIN, c'est que tout ça reste très factuel et objectif. Et là, concrètement, on voit qu'on a mis en place cette action en semaine 29, et on est passé en fait de 8 incidents clients internes à 0 en semaine 30. Donc ça a eu un impact direct et immédiat sur les problèmes qu'ont rencontrés nos collaborateurs sur le terrain, avec tout ce que ça va générer derrière. Je vous le rappelle, nos techniciens partent sur le terrain, ils ne peuvent pas mener à bien leur mission, ils sont obligés de revenir, ça génère de l'insatisfaction, etc., etc. Donc forcément, le fait d'avoir mis en place cette action-là très précisément à ce niveau du processus va forcément améliorer derrière la satisfaction de nos clients et la qualité de ce qu'on rend à nos clients. Donc j'ai voulu pour anecdote faire 2 petits verbatims de 2 techniciens que j'ai questionnés sur le sujet, qui nous ont clairement fait part de leur enchantement de la mise en place de cet outil. Ça leur a changé beaucoup de choses, clairement. Il y en a un qui dit cela diminue le risque d'erreur et nous gagnons un temps précieux pour récupérer nos produits, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis il y a Abdel qui nous dit qu'effectivement, on sait tout de suite si tout est OK, le système est très bien, et lui, il est bien placé pour savoir de quoi il parle, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes dans le passé avec des commandes qui n'étaient pas complètes, et il partait sur le terrain, et ça l'embêtait vraiment. Les enseignements, ce qui est amusant, et là je rebondis sur ce que disait aussi Cécile tout à l'heure, c'est que la personne que vous voyez à droite, Laurent, qui m'a aussi donné son autorisation pour publier la photo, Laurent, c'est quelqu'un, Cécile pourrait vous en parler aussi, quand on a fait la première réunion d'accompagnement manager, on était convaincus tous les deux de l'avoir perdu. C'est-à-dire qu'il était complètement sous l'eau, il ne croyait pas du tout à ce qu'on allait essayer de mettre en place. Moi, je me suis vraiment inquiété à son sujet. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui celui qui a le plus avancé sur le sujet et qui est le plus à fond, qui réfléchit en permanence, qui s'arrête, qui discute avec ses collaborateurs, qui essaie de trouver des pistes d'amélioration en permanence, il passe d'un sujet, etc. à l'autre. Une fois qu'il a réglé une problématique, il en amène une autre, etc. Donc c'est pour moi une révélation. Et là je rebondis sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que j'avais pas du tout conscience en fait, et on peut pas identifier en fait quels sont ceux qui vont réussir à émerger comme étant des leaders. C'est clairement aussi bien Valérie que Laurent, c'était peut-être ceux en qui j'avais le moins de certitude quant à leur capacité de s'adapter à cette méthode Lean. Et c'est pourtant ceux qui aujourd'hui ont le plus de leadership sur les sujets. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Laurent, il n'a pas hésité à se mettre en situation de vulnérabilité, parce que c'est quand même pas évident, à l'intérieur d'une boîte, dans un process interne, d'appeler son collègue pour lui demander, sur une note de 0 à 10, combien tu me mets. C'est quand même pas forcément facile, on considère que chacun fait son job correctement, etc. Donc au début, il voulait pas trop le brusquer, il lui disait je te mets 10, je te mets 10, je te mets 10. Il a fallu qu'il leur dise gentiment, non, mais moi je veux pas avoir 10, moi ça m'intéresse pas d'avoir 10, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la note la plus réelle, et surtout que vous me remontiez les difficultés que vous rencontrez, sinon je peux pas progresser, je peux pas avancer, et je peux pas faire avancer l'entreprise. Donc grâce à ça, je vous dis, on a mis en place des choses absolument géniales. Pour conclure, j'ai 4 slides. Le premier, c'est que le Lean pour un dirigeant, ça nécessite une ténacité et une implication de tous les instants. C'est-à-dire que il faut aller sur le terrain, le fameux Gamba, il faut y aller en permanence, il faut que nos managers y aillent aussi, et il faut aller se confronter en fait à ce que vivent nos opérationnels, nos collaborateurs au quotidien, sinon ça marche pas en fait. Voilà. C'est pour moi un des enseignements principaux, et que tant qu'on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Voilà. Et que le simple fait de mettre en place les outils n'apporte pas de solution. Je vais citer un de mes collègues du CJD, qui a sorti cette phrase-là et que vous verrez cet après-midi. Un des sujets prépondérants, c'est qu'aujourd'hui, la problématique pour moi, comme pour nous, je pense, d'une manière générale, les dirigeants d'entreprise sur ce sujet-là, c'est qu'on n'a plus de sujet pour faire produire nos collaborateurs. En fait, ils sont tous à bloc, ils travaillent tous à fond, ils sont convaincus, ils ont raison d'ailleurs qu'ils font bien les choses. Le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à les faire s'arrêter, en fait, pour réfléchir. Et aujourd'hui, le problème pour nos dirigeants, c'est plus de les faire travailler à fond, c'est de les faire s'arrêter pour réfléchir, en fait. Et c'est un vrai sujet, et c'est la difficulté que moi je rencontre aujourd'hui encore dans mon quotidien. On est dans un mode produire, on rencontre des difficultés tous les jours, des problèmes tous les jours, mais on s'arrête pas en fait pour éviter de les reproduire le lendemain. Un des sujets aussi dont je voulais parler, c'est que l'accompagnement est capital. Clairement, on a pu mesurer avec mes quelques compères du CJD que si on n'était pas accompagné, en fait, on avançait, mais on avançait malheureusement pas assez vite.
Et on a pu mesurer tous les trois que le fait de se faire accompagner nous a clairement fait franchir des étapes beaucoup plus rapidement que ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est aussi un sujet. Et enfin, le chemin est long, sans fin. Donc là, je rebondis sur ce que disait Mickaël tout à l'heure. Sans fin, pourquoi? Parce qu'on tire un enseignement, en fait, à chaque fois qu'un problème est réglé, il y en a un autre qui surgit. Donc il est vraiment sans fin, le chemin. Je vous donne l'exemple de la trésor tout à l'heure. En fait, on a considérablement amélioré la trésor, mais on s'est rendu compte maintenant d'une nouvelle problématique, c'est que dès qu'il y a des congés ou dès qu'il y a un arrêt maladie, ça génère de suite un impact direct sur la trésorerie parce qu'il n'y a plus personne pour relancer, il n'y a plus personne pour faire le job et les différentes missions de traitement des impayés. Ce qui fait que là, maintenant, on a un sujet, c'est comment on doit faire pendant les congés, pendant les arrêts maladie, pour maintenir en fait notre niveau d'exigence et notre niveau de qualité. Donc il y a toujours en fait un problème derrière un autre. Donc le chemin est sans fin. Je rebondis là aussi sur ce que disait Cécile. Il peut être aussi très anxiogène. Moi j'ai une difficulté avec ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir toujours un problème, moi qui cherche la perfection en permanence, c'est très anxiogène. Donc non mais ça veut aussi dire en fait, et c'est vrai que c'est pour ça qu'au CJD c'est important, mais on a aussi un travail perso sur le développement personnel, etc., sur ce qu'on a besoin de régler à l'intérieur de nous. Et je rebondis, ce travail perso, il est aussi important, ce changement de posture, et c'est ce que Christophe nous a appris, Cyril, il y a très longtemps, c'est que si on n'a pas la bonne posture de dirigeant, on ne peut pas y arriver, en fait. On ne peut pas y arriver. Il faut vraiment changer le logiciel, et ce changement logiciel, il passe forcément par un changement de soi, de qui on est à l'intérieur, quoi. Donc, les chemins est long, sans fin, mais les résultats sont là. Merci à vous. Merci Grégory. Dites-lui qu'on l'aime. Oui, j'ai besoin qu'on me dise quand même. Alors, je vais dire un truc. Vous avez vu là quelque chose qui n'apparaît, qui n'est pas facile à voir, mais vous avez eu un truc génial en ligne. C'est un truc auquel on pense assez peu. Donc tout le monde voit le Kaizen. Il y a la partie évidemment, le lean c'est Kaizen plus respect. Respect, c'est le respect de l'autonomie de la personne. Il vous a montré 2 exemples qui sont super. Mais teamwork. En fait, toute l'origine du lean, c'est le teamwork. Et le teamwork en ligne, ça se définit comme travailler au-delà des frontières. Et ce que je trouve génial avec les 2 exemples que tu nous as montrés, c'est Valérie et Laurent, dans les 2 cas, vous avez vu quelqu'un qui est sorti de sa zone de responsabilité de son travail pour aller au-delà des frontières, parce que aller chez le client pour comprendre le circuit de la compta, c'est un effort. Se sortir de la logistique pour aller comprendre les techniciens, c'est un effort. Et donc aller au-delà des frontières pour comprendre ce qui se passait de l'autre côté, pour revenir et changer les choses chez soi. C'est ce qu'on appelle le teamwork. Et donc là, vous avez un exemple génial de ligne, j'allais dire pur jus, vraiment bravo, qui fait 2 choses. Un, c'est l'engagement de la personne, puisque là, c'est ce que tu nous dis, c'est qu'on les a remis dans le coup. Et l'engagement de la personne par une extension de sa zone de responsabilité, parce qu'il est sorti de sa petite case, et il a été chercher le problème au-delà de la frontière fonctionnelle. Ce qui est moins connu en ligne, mais le juste à temps, ça sert qu'à ça, hein, en fait. En fait, tout le juste à temps ne sert qu'à ça. C'est d'aller chercher les problèmes là. Donc c'est vraiment superbe. Merci beaucoup, Grégory, génial. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.